Je reviens tout juste de La Réunion où j'ai fait la traversée de l'île du nord au sud à pied et en solitaire. Et dans cette vidéo, je vais te donner 10 choses à savoir avant de partir faire cette traversée. C'est parti! Salut, c'est Seb, bienvenue sur ma chaîne où je partage mes dernières aventures et mes conseils et astuces pour faire de tes vacances des voyages inoubliables. Si t'es nouveau ici et que le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors première chose à savoir et à étudier, c'est le parcours. Le parcours, il peut être résumé en quelques chiffres. C'est 135 km, 9000 mètres de dénivelé positif et négatif, et son nom c'est le GR-R2. La réalité pour moi a été différente et sûrement pour vous aussi, mais je vais y revenir plus tard. Alors ce GR, il traverse la Réunion du nord au sud en partant de Saint-Denis jusqu'à Basse-Vallée. Et c'est à peu de choses près le même tracé que pour le parcours d'un des ultra-trails les plus connus au monde, la Diagonale des Fous. En termes de terrain que vous allez découvrir, c'est très diversifié. On passe de forêts humides à des paysages volcaniques et désertiques en très peu de temps. Si tout comme moi vous aviez l'habitude de randonner en métropole, il faut vous attendre à un tout autre défi. Les sentiers de la Réunion, c'est 90% de marche et l'effort est totalement différent. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Personnellement, pendant ma traversée de la Réunion, j'ai effectué plus de 200 km, près de 12 000 mètres de dénivelé positif et quasiment 11 000 mètres de dénivelé négatif. Donc si on compare un petit peu avec ce qu'il y a sur le papier, on voit bien qu'il y a quand même une grosse différence. Vous allez me demander pourquoi, eh bien c'est parce que j'ai utilisé des chemins un petit peu différents que le tracé initial du GR, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le point numéro 2, qui est les variantes. Donc comme je vous le disais, j'ai fait quelques écarts sur le tracé du GR-R2, et ces chemins, on peut les considérer un petit peu comme des variantes. Selon moi, il y en a 3 principales qui sont quasiment incontournables si vous voulez vraiment découvrir l'île. Et ces variantes, il s'agit de 3 sommets que je vous conseille de faire au lever du soleil. La première variante que je vous conseille de faire, c'est celle du sommet de la Roche Écrite. Le sommet de la Roche Écrite, c'est un sommet qui culmine à 2276 mètres d'altitude et qui se situe sur le début du parcours. Ce sommet, il domine le cirque de Mafat d'un côté et de Salazie de l'autre. Au lever du soleil, si vous avez le ciel qui est dégagé, ça donne vraiment des images magnifiques. La deuxième variante que je vous conseille, c'est celle du Piton des Neiges. Elle se situe un petit peu après la moitié de votre parcours. Sommet de la Réunion avec 3070 mètres d'altitude, c'est également le volcan qui a fait naître l'île il y a plus de 3 millions d'années. L'ascension du Piton des Neiges, elle commence par le Blog, juste après Sillaos, c'est un endroit assez connu car très difficile. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au refuge, il vous reste approximativement 500 mètres de dénivelé positif pour arriver au sommet. Une fois là-haut, il est possible de bivouaquer. Vous avez en fait des ronds de pierre, vous pouvez poser votre tente au milieu, ça vous protège du vent pour la nuit. Et en plus, comme ça, vous pouvez voir le coucher du soleil et ensuite le lever du soleil au matin. Vraiment, si je devais vous conseiller une de ces 3 variantes, ça serait bien celle-ci, celle du Piton des Neiges. C'est un endroit vraiment qui est incroyable et je vous laisse avec quelques petites images pour vous rendre compte des paysages que vous pouvez voir. Et enfin, la dernière variante que je vous conseille, c'est celle du Piton de la Fournaise. Et comment ne pas y aller, c'est le dernier volcan actif de l'île de la Réunion. Il culmine à 2632 mètres d'altitude et il se situe vraiment sur la fin de votre parcours. Pour atteindre le début de la randonnée du Piton de la Fournaise, il faudra d'abord traverser la plaine des Sables, qui est un endroit que j'ai adoré personnellement, où vous êtes vraiment un peu seul au monde, au milieu d'un endroit très aride, très volcanique, pendant plusieurs kilomètres. Et une fois que vous êtes arrivé au pas de Bellecombe, c'est là que l'ascension du Piton de la Fournaise va commencer. Pour finir au cratère Dolomieu, 2632 mètres d'altitude, avec un cratère qui est vraiment énorme, on peut mettre une tour Eiffel dedans, c'est pour vous dire. Vous l'aurez compris, ces variantes sont vraiment superbes. Elles apportent un plus sur votre parcours, mais par contre, elles risquent de le rallonger. Vous pouvez donc choisir d'en faire une, 2, voire les 3, c'est comme vous le sentez, mais dans tous les cas, vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment des endroits incontournables. On va maintenant passer au point numéro 3 des choses à savoir sur la traversée de la Réunion, c'est la condition physique et la difficulté du parcours. Alors vous l'aurez compris, la traversée de la Réunion, c'est pas un trek qui est facile. Même si vous vous en tenez au parcours initial sans les variantes, les conditions météorologiques et la difficulté du terrain restent compliquées. Pour avoir pas mal randonné dans les Alpes et dans les Pyrénées, je peux quand même vous assurer que je m'attendais pas du tout à ça. Les sentiers sont totalement différents. Il
n'y a pas de faux plats, c'est que des pentes très abruptes, et pour monter et descendre, c'est que des marches, tout le temps. Pas des petites en plus. Selon moi, ça doit pas être votre premier trek. Vous devez au moins en avoir fait un de plus d'une semaine avant de vous lancer sur la traversée de la Réunion. Vous avez par exemple le Tour du Mont Blanc dans les Alpes, qui est quand même plus accessible, et qui en termes de kilomètres et de dénivelé est à peu près similaire. Pour l'avoir fait il y a quelques années, aujourd'hui je peux vraiment comparer les deux, et je peux vous dire que le Tour du Mont Blanc, bien que ça soit pas facile, c'est quand même bien plus accessible que la traversée de la Réunion. On va maintenant passer au point numéro 4 avec la période à laquelle partir. La Réunion, c'est un climat tropical. Il y a donc deux saisons principales. Il y a la saison humide qui est de décembre à mai et la saison sèche qui est de juin à fin octobre. Et la meilleure saison pour partir, c'est de fin juin à fin octobre. En dehors de ces périodes, vous vous exposez soit à des pluies abondantes, soit à des cyclones. Le billet d'avion aller-retour, il varie entre 750 € pour le moins cher et 1300 € pour le plus cher. Une fois sur place, la météo elle est très difficile à anticiper, c'est comme en montagne, donc je vais vous donner la meilleure façon d'organiser vos journées avec le point numéro 5. Pour randonner dans les meilleures conditions, c'est très important de bien organiser ces journées et je dirais même encore plus à la Réunion. Dans les terres, là où vous serez la majorité du temps, dans une journée classique, il va faire assez bon après le lever du soleil, donc à partir de 6 h jusqu'à 8 h 30. À partir de 8 h 30 jusqu'à à peu près 11 h, le soleil tape très fort. On a même l'impression en fait qu'il est midi. Mais les paysages ils sont totalement dégagés et ça vous permet de voir les alentours avec des beaux points de vue. Dès 11 h, voire parfois même un peu avant, les nuages vont englober toute la végétation, le soleil et les montagnes, vous n'allez plus rien voir. Et il va faire de plus en plus humide, ce qui n'est pas forcément plus agréable. Et ça va durer jusqu'à environ 15 h, 15 h 30. À partir de cette heure-là et jusqu'à 18 h 30, vous avez approximativement 3 heures qui seront plutôt agréables, où l'humidité va diminuer et le soleil peut refaire quelques apparitions. Et à partir de 18 h 30, le soleil est généralement couché et donc il va commencer à faire de plus en plus froid. En résumé, je vous conseille de partir juste après le lever du soleil et de marcher jusqu'à midi. Puis de repartir aux alentours de 15 h et de terminer votre journée. Le point numéro 6, ça va être un point qui va être assez rapide, mais ça va être l'équipement. Alors l'équipement, ça va être à peu près comme dans toutes les randonnées classiques que vous faites même en métropole. Il va falloir avoir le système 3 couches. Et si vous êtes en autonomie, un bon matelas, une bonne tente et un bon sac de couchage, en fait rien de nouveau. Après, ce qu'il faut savoir à la Réunion, c'est que vous allez énormément transpirer. Même moi qui d'habitude ne transpire pas trop, là c'était vraiment n'importe quoi, j'avais jamais autant transpiré de ma vie. En fait l'air est très humide, donc toute la transpiration que vous allez avoir, vous n'allez pas du tout la sécher. Vous êtes souvent en dessous des arbres et le soleil tape quand même et vous transpirez à cause de l'effort et en fait ça séchera pas avant que vous vous arrêtiez. Donc mon conseil ça va être de prendre des vêtements assez légers qui sèchent très vite et d'avoir quand même pas mal de change, que ce soit au niveau des t-shirts, des sous-vêtements ou même des chaussettes. On va maintenant passer au point numéro 7 qui est vraiment pas un point négligeable selon moi, c'est la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, elle doit prendre une place très importante sur votre planification du parcours et de l'équipement. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'à La Réunion, encore plus qu'ailleurs, vous allez avoir des portions du parcours où il va être impossible de vous ravitailler en eau, surtout sur le dernier tiers. Pour cela, je vous conseille de partir avec plus de 2 litres d'eau par jour et par personne, sauf sur le dernier tiers du parcours où il va falloir sûrement un petit peu augmenter cette quantité. Encore plus si vous l'utilisez pour manger ou faire du café et du thé le matin. La portion dont je vous parle depuis tout à l'heure sur le dernier tiers du parcours, c'est celle où on approche du piton de la Fournaise et plus principalement entre Bourg-Murat et Basse-Vallée. Sur cette portion, vous n'avez que le gîte du volcan qui se trouve au pas de Bellecombe près du piton de la Fournaise pour vous ravitailler en eau, donc soyez vraiment vigilants et organisez bien votre parcours en fonction de ça. On va maintenant aborder un point qui est un petit peu plus sympa, c'est le bivouac. Alors sur mes 11 jours de randonnée, je n'ai jamais eu un seul moment où j'ai eu un problème pour trouver un coin de bivouac. Alors bien sûr, comme d'habitude, il y en a qui sont bien mieux que d'autres, mais c'est pourquoi je vais vous donner jour par jour les endroits où j'ai dormi pour vous aider à planifier votre parcours. Et un point important, si vous faites du bivouac sur votre parcours, il y a des rats partout. J'en ai même vu en haut du piton des neiges à 3070 mètres d'altitude, et ils reculent devant rien, ils ont bousillé ma tente pour aller chercher mes barres de céréales. Pour mon premier jour, le gîte de la Roche-Écrite propose un coin de bivouac à 100 mètres du gîte. Aucun aménagement à part une clairière et des terrains plats dans l'herbe, mais c'est gratuit. Pour le deuxième jour à Dodagne, il n'y a pas d'aire de bivouac à proprement parler, mais il est possible de poser sa tente dans le parc à côté de la mairie et de la poste.
Il y a des toilettes publiques et un robinet d'eau accessible à toute heure, sauf pour les toilettes qui sont fermées la nuit. Pour le 3e jour à horaire, il y a un camping avec de l'eau potable et des douches chaudes pour 5 € si vous avez votre tente. Il propose aussi des emplacements de tentes déjà montés avec matelas. Il s'appelle le camping de la Bonne Terre. 4e jour, j'ai dormi à l'Îlette des Lataniers. La vue y est magnifique. Le terrain est au bout de l'îlette, géré par une maison à côté. Il y a un coin aménagé pour faire du feu mais pas d'eau potable. Il y a aussi une douche froide, très sommaire et des toilettes qui n'étaient pas utilisables quand j'y étais. Pour la 5e journée, j'ai campé au site des Trois Roches sur le GR-R3 en allant vers Marla. C'est un superbe site où il y a plein d'emplacements opposés à la tente avec la rivière qui passe juste à côté. Essayez d'y arriver en milieu d'après-midi, c'est un endroit qui est assez prisé par les randonneurs. Pour la journée 6, je suis arrivé à Sillaos et c'est étrangement l'endroit où j'ai le plus de mal à trouver. Mais il est possible de poser la tente après Sillaos en remontant vers le bloc et le Piton des Neiges. Il y a plusieurs spots près du plateau des Chênes jusqu'à la Roche Merveilleuse. Après ça, c'est la journée 7 et j'ai dormi au sommet du Piton des Neiges. Il y a des murs de pierre, comme je vous l'ai dit, formant des cercles au sommet pour protéger du vent. Mais attention, aucun point d'eau après le gîte du Piton, donc bien se ravitailler en avance. Une fois le Piton des Neiges descendu pour la J8, on arrive à Bourmurat. Il y a un grand parc quelques minutes après la cité du volcan, avec des robinets et des tables de pique-nique. Ensuite, pour l'avant-dernière nuit, j'ai campé au Nez de Bœuf, quelques kilomètres avant le Piton Textor. Il y a énormément de place et de coins pour faire du feu, avec des aménagements pour le pique-nique. Par contre, il n'y a pas de point d'eau. Et pour ma dernière nuit en bivouac, j'ai planté ma tente à une 50aine de mètres du parking du Pas de Bellecombe en allant vers le début du chemin pour le Piton de la Fournaise. Il y a un endroit parfait pour poser la tente avec un point de vue à l'est sur le Piton de la Fournaise et à l'ouest sur le Piton des Neiges. Le point numéro 9, ça va être les rencontres sur l'île. Alors dans l'ensemble, les Réunionnais sont vraiment adorables et très sympas, mais dans ce point-là, je voulais vraiment vous parler des gens de Mafat, le cirque de Mafat. Si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous attarder dans les différents îlets dans Mafat, de rencontrer un petit peu les gens, de vous attarder, de parler avec eux, de découvrir leur quotidien, leur façon de vivre et leurs différentes problématiques. Ils seront heureux de parler de ça avec vous. C'est là que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses sur l'histoire et la culture de la Réunion, et principalement sur l'histoire des cirques de la Réunion, qui est vraiment une histoire très riche. Personnellement, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'échanger avec eux. Donc si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est prenez votre temps dans les cirques, ne faites pas comme en métropole, ne soyez pas pressés, et prenez le temps de partager ces moments-là avec eux. Et enfin, on va finir avec le point numéro 10 qui est la faune et la flore de l'île. Déjà un point important, il n'y a pas d'animal venimeux dangereux pour l'homme sur l'île. Par contre, vous allez croiser une quantité vraiment impressionnante d'oiseaux qui sont pas farouches, qui viennent se poser juste à côté de vous sur les chemins, qui vous observent et qui sont curieux. Et il y a une dizaine d'espèces d'oiseaux qui sont endémiques. Parfois, on a un petit peu l'impression que c'est l'esprit de la forêt qui vous suit et qui vous accompagne sur le parcours. Mis à part quelques rongeurs, comme je vous ai parlé des rats, voire des musaraignes, vous n'allez pas croiser de gros mammifères terrestres sur l'île. Par contre, vous pourrez croiser des lézards, des geckos, et si vous avez beaucoup de chance et que vous êtes observateur, peut-être même des caméléons. Ensuite, concernant la faune marine de l'île, même si le récif corallien il est très jeune à l'échelle de la planète, vous allez quand même pouvoir observer beaucoup de vie sous l'eau. Je vous mets quelques images que j'ai pu filmer en snorkeling dans un des lagons de l'île. Attention quand même, vous mettez les pieds, il est fortement déconseillé de se baigner à la Réunion, même dans de l'eau peu profonde à cause des requins. Concernant la flore de l'île, elle est très diverse et variée. Comme je vous ai dit, il y a différents biotopes à la Réunion, donc ça va passer des paysages désertiques à des forêts humides, et il y a plus de 600 espèces différentes. N'hésitez donc pas à lever les yeux sur les sentiers et à regarder autour de vous, vous pourrez parfois avoir quelques surprises. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. Si tu as aimé le contenu et qu'il t'a été utile, n'hésite pas à liker la vidéo, et si tu veux plus de contenu de ce genre, abonne-toi à la chaîne. Allez, ciao ciao!